Salut à tous, c'est le 1330 et vous voyez derrière moi, il y a de plus en plus de cartons parce que je prépare de plus en plus de déménagement. Vous voyez, hop là, carton, carton, carton. Mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui parce que je suis avec Sacha Bayeul. Comment vas-tu, Sacha? Ça va, toi, ça fait longtemps. Oui, et en plus là, tu es un peu incognito parce que tu es un peu en contre-jour avec tes persiennes ouvertes là. Ah ouais, c'est mieux Changer ça. ça. C'est mieux. C'est Oh, mieux? qu'est-ce que c'est mieux. On te voit presque, dis donc. Pas trop parce qu'après les gens vont pas rester. On est là pour la deuxième partie de Kubernetes. La dernière fois, c'était on découvre Kubernetes. Maintenant, c'est Kubernetes en pratique. Et j'avais promis que je ferais un peu de subjonctif imparfait dans l'intro. Donc, avant que vous arrivassiez, nous étions en train de chanter Carmen avec Sacha. Voilà. Il faut le savoir. C'est la préparation du 1330. C'est It's so demanding, you know. Et on était en train de chanter. Voilà. Donc, on va pouvoir passer directement à une partie un petit peu de slide pour nous rappeler un peu où on en était sur la découverte de Kubernetes la dernière fois. Attention, j'appuie sur le bouton. Bim. C'est à toi, ami. Ok. Du coup, la dernière fois, on avait vu lors de la présentation quelques points sur Docker. Pour rappel, du coup, la différence entre la containerisation et la virtualisation, c'est que la containerisation va emporter tout un set de librairies pour faire tourner nos applications dans des conteneurs beaucoup plus légers que des machines virtuelles. Mhm. Ensuite, on avait vu l'infrastructure Kubernetes, donc les différents composants. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on a deux nodes principaux. On a un node qui est en fait une machine qui sert à administrer le cluster Kubernetes. Et on a des nodes de travail qu'on appelle worker nodes, où là, ce sont des nodes qui font seulement tourner des applications nécessaires à notre projet. Donc, par exemple, une API, une base de données, etc. Là, ce qu'on va faire du coup dans cette partie-là, ça va être je vais vous présenter en fait un projet que je suis en train de développer à côté, qui est fait avec Azure Kubernetes, avec un déploiement avec GitHub Action, une partie avec de la gestion d'identité, donc avec Identity Server, et une partie un petit peu plus, on va dire, réseau avec Yonos, donc anciennement One-on-One, qui me sert à configurer un DNS en fait. Excellent. Déjà Euh, là, dans ta slide, là, il y a un truc que j'adore. Azure Kubernetes Service. Déjà là, waouh, ça en jette. hmm, J'ai envie de ah, savoir. attention, c'est beaucoup plus simple que le Azure, que le Kubernetes on-premises. Bien Donc, joué. Et tu l'as bien dit, Steve putain. Salio, t'as vu, j'en On, retiens au bout de on 10 fois. premises, c'est bien, c'est bien. Tu progresses. Je te donne un point d'estime. Ça veut dire que maintenant tu es à un. Ah, yes! Je suis parti de loin en plus, hein. Du coup, je vais faire la présentation, Steve. Je te préviens, cette fois-ci, Préviens-moi. je vais montrer du code là. Ok, Donc, c'est parti. Feu. c'est bon? Ok, c'est bon, bon, tu es très beau. Alors, je n'ai plus l'antenne, moi, désolé, les amis. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours là. Je laisse la place au code et à Chacha. Alors, en gros, l'idée, je vous présente vite fait le projet. Le projet, c'est une application mobile qui sert à gérer des potagers. Et pour gérer ces potagers-là, en fait, on a toute une infra avec des microservices Mhm. qui sont hébergés dans Kubernetes. Et du coup, Azure nous aide beaucoup pour cette mise en place-là. Donc, dans l'idée, il faut d'abord créer ce qu'on appelle un resource group. Donc, dans notre cas, le resource group, il s'appelle Donc là, tu es sur le tac, portail Azure, hein, c'est ça qu'on voit. c'est ça, sur le portail Azure. Ouais. Dans notre cas, le resource group, il s'appelle Seed Road. Donc, ici, Mhm. je vais mettre Azure for Student Donc le resource group ici. dans le portail Azure, ça va être un endroit dans lequel tu vas pouvoir mettre plusieurs ressources différentes, de Hmm, plusieurs types différents. Ça permet de regrouper d'un point de vue, comment on va dire, logique, plusieurs oui, entités qui correspondent à un même projet. en gros, Azure, ça se présente un peu sous forme d'une arborescence. On va avoir les subscriptions, donc là, qui sont des comptes de facturation. Mhm. Et ensuite, ce qu'on appelle des resource groups, donc là, qui sont vraiment des comptes, enfin, non, pas des comptes, on va dire comme des répertoires. Et sur ces répertoires-là, on peut avoir différents services utilisables dans Azure. Et on peut, du coup, ajouter des utilisateurs à ces répertoires-là, modifier des droits sur certaines ressources. Et du coup, les choses qu'on fait directement sur le répertoire seront ensuite répercutées sur les services qui en font partie.
Ok. Donc, Et oui, alors attends, c'est un peu overkill les microservices pour un potager. C'est marrant. Effectivement. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, et en plus, le ressource group, tu choisis sur quel data center Azure, parce qu'il y en a un peu un milliard dans le monde maintenant, tu ouais, veux le faire fonctionner. Donc celui c'est qui est le plus ça, ouais. proche de toi, c'est souvent le mieux. Et ça te permet aussi d'avoir l'ensemble tes ressources ben, qui fonctionnent sur le même data center. Parce que si tu commences à avoir la base de données sur le data center Brésil et ton applicatif côté Irlande du Nord, bon, tu vas avoir des coûts. Hein. À un moment, il y a plus Mm. de coûts si ça transite. Oui, c'est associé à une région, le ressource group. Après, par exemple, tu vois, là, on peut avoir des choses comme des DNS zones. Et les DNS zones, elles sont sur une localisation globale. Donc, ça ne veut pas forcément dire que toutes tes ressources elles seront localisées dans ce ressource group-là. Mais en tout cas, c'est un genre de config par défaut pour la localisation des ressources dans ton ressource group. Ok. Euh, Du coup, l'idée en fait, c'était de créer un cluster Kubernetes. Donc, pour créer un cluster Kubernetes, il faut aller dans Kubernetes Service. Bien joué. On fait Services. Services, évidemment. On crée un Kubernetes cluster. Là, on prie pour ses crédits Azure. Hein. Parce qu'il faut savoir que ça coûte beaucoup d'argent. Et je vais pas le faire là, mais dans l'idée, on donne un nom, une région. Donc, moi, j'avais mis West Europe. Une version de Kubernetes. Alors, généralement, on fait toujours les versions par défaut. On va Mhm. pas prendre de Oui. risque à mettre les pré-versions. Et ensuite, on peut régler des settings supplémentaires. Donc, la livability, alors j'ai oublié le nom en français, etc. Euh, Disponibilité. la disponibilité, voilà. On peut spécifier quel type de node on veut sur notre cluster, parce que du Mhm. coup, comme j'ai dit, un node, c'est une machine en fait. Ensuite, on a la restriction d'accès, des paramètres réseau, tout ça. Et une fois qu'on a tout fait, on fait review plus create. Là, il me dit que c'est pas mot, c'est normal. Et une fois que c'est fait, en gros, il va rajouter dans le resource group que j'ai montré précédemment le cluster qui est déployé. Ensuite, ce qu'on utilise généralement quand on veut configurer un cluster Kubernetes, c'est un outil qui s'appelle kubectl. Donc, kubectl, c'est un outil en ligne de commande notamment et qui permet de communiquer avec le cluster Azure AKS. Dans l'idée, en fait, kubectl, vous pouvez le configurer pour Azure. Et Mhm. c'est une commande qui est donnée par la documentation Microsoft et qui permet en gros de rajouter dans ce qu'on appelle un kube config. Dites-nous si vous Un, voyez bien pour voilà, la partie code là, ou s'il faut ouais. zoomer. Du coup, pour associer le cluster Kubernetes sur Azure avec kubectl, on a une commande. Alors, je crois que c'est Azure AKS Credentials. J'ai plus le de complétion, ça va être compliqué. Interactive Tech. C'est pour les gens qui savent pas retenir des commandes. C'est bien. Parce que si tu Ça commences à prend. apprendre toutes tes commandes par cœur, c'est long. Oh là là, ça devient compliqué, hein. En attendant que ça charge, je vais vous montrer vite fait. Du coup, ça, c'est ce qu'on appelle le cube config. Donc, sur kubectl, on a ce fichier-là et ça permet en fait de dire bah, j'ai différents clusters et entre chaque cluster, je vais peut-être vouloir bah, changer. Donc, par exemple, si je suis sur un projet pour un client ou si je suis sur un projet perso, je peux tout à fait changer de cluster. Donc, on va avoir une gestion de l'URL pour se connecter à l'API de notre cluster Kubernetes. Donc, c'est ici en fait. Mhm. Ici, on a ce qu'ils appellent un contexte. Donc, en fait, le contexte, c'est juste notre espace de travail pour le cluster de données. Donc, ici, on voit que current context, ça vaut Sidrow cluster, donc mon cluster sur AKS. Et après, on va avoir une gestion des utilisateurs. Donc, la commande AZAKS, elle nous paramètre tout avec notre compte Azure et tout, parce qu'on s'est déjà logué au préalable sur Azure avec Azure CLI. Et ça va du coup rajouter bah, les informations d'utilisateurs nécessaires
pour se connecter au cluster. Bon, bah, écoute, ça risque d'être un peu compliqué avec ça. Window Je too vais... small, j'ai compris pas. Ah, il aime pas ça, d'accord. Tu n'aimes... Elle est trop petite ta fenêtre. Pour ceux qui parlent pas Ouais, allemand. AKS, bah c'est ça. En gros, c'est cette commande-là, Azure AKS Get Credentials. Tout ça en étant connecté à Azure, évidemment. Mhm. Ensuite, on va spécifier le nom du cluster et le resource group, et derrière, il nous crée le fichier de config. Une fois qu'on a le D'accord. fichier de config, alors moi, je suis un flemmard. J'adore les outils en ligne de commande et en interface graphique. Et surtout en interface graphique. Et dans l'idée, en gros, une fois qu'on Faut que a, tu zoomes, qu'on a Ami, hein. con- Là, sur le là, je peux, retour, on voit rien. Tu peux là, pas? je Ben peux tant pas pis, aller tout démerdez-vous les zoomer. mecs. C'est pas Désolé. grave, pas de souci. Mais une fois qu'on est connecté au cluster, en fait, on va pouvoir avoir accès. Alors ça, c'est sur mon IDE, mais je sais que sur VS Code, c'est un peu pareil, hein. En gros, on va pouvoir avoir accès à ce qu'ils appellent du coup des namespaces. Donc les namespaces, c'est un peu comme les resource group sur Azure. Ça nous permet d'organiser notre cluster Mhm. en ensemble logique. Et par exemple, ici, on voit, j'ai créé un namespace qui s'appelle microservice. Donc microservice, ça va être un espèce qui va contenir toutes mes applications qui sont mes microservices, mais j'ai aussi créé un espèce qui s'appelle Ingress. Ingress, en gros, c'est ce qui va nous permettre de faire du routage de trafic HTTP. Un autre namespace qui s'appelle External DNS. Donc, External DNS, en fait, c'est un outil qu'on peut installer sur le cluster qui va faire en sorte de regarder toutes les ressources de type Ingress, de regarder les hostnames qui sont déclarés dans ces ressources-là et en même temps de se connecter avec Azure DNS Zone pour dire bah tiens là j'ai trouvé un truc qui s'appelle je vais vous montrer vite fait, il va nous dire ici par exemple j'ai créé ce qu'on appelle un ingress pour le routage là et à l'intérieur j'ai dit bah je crée une règle qui dit bah prends-moi tout le trafic qui passe sur identity.seedroad.com et tu me le balances sur le service Identity Management Service. Ici, pareil pour mon front-end web. Et d'ailleurs, lui, il va dire, bah tiens, j'ai trouvé des ressources de type Ingress. Je regarde les règles. Là, je vois qu'il y a Identity Seed Road. Après, il va se connecter à Azure DNS via un compte de service qu'on a créé sur Azure avec des accès, je vais vous montrer sur le portail, des accès de type... Tac, tac. C'est plus facile si je fais ça. Clic. Tac. Alors, on peut voir les accès à cet endroit-là. Tac. Dans les rôles assignments. Là, j'écris du coup le compte de service Seedroad SP External DNS2. Je lui ai Mhm. donné un rôle DNS Zone Contributor et Reader. Et l'idée, là, j'ai mis un rôle owner, mais il faut jamais faire ça, c'est juste que j'étais en train de galérer sur un bug. Et en gros, avec ces accès-là, il va pouvoir rajouter des entrées en fait sur notre zone DNS. Donc Mhm. des entrées type TXT, A, etc. Et à côté de ça, on peut très bien avoir créé un compte sur Ionos. Euh, Tu peux nous dire et un peu ce que c'est que Yonos? c'est un geste, c'est un, ah j'ai oublié le nom. En gros, c'est ce qui va nous permettre d'enregistrer des noms de domaines sur l'Internet mondial. D'accord, Mais il d'accord, fait pas d'accord. que ça, il Un peu comme permet aussi d'héberger Gandhi? des sites web. Si tu y es. Je connais pas. Mais ah si je crois que j'ai vu passer. Attends. Bah peut-être oui. J'ai NDI, c'est ce Et que j'utilise moi pour le site de la Maxteam. bah du coup ouais ça doit être ça. Il fait plusieurs choses. Il permet aussi d'héberger des sites et tout. Mais Ok. entre autres le moins cher de ces services, je crois que c'est le DNS. Et en gros, ce qu'il nous dit là, c'est que j'ai créé un domaine qui s'appelle seedroad.com. Euh, tac, je vais dans DNS. Alors, sous-domaine, on va y arriver. Transfert RN, non, c'est serveur de nom. Ici, on voit que j'ai mis des serveurs de nom qui sont pas gérés par Ionos. Donc, en Mhm. fait, c'est des serveurs de nom qui sont utilisés par ma zone DNS sur Azure. Euh, hop. Le partage d'écran, c'est un peu une galère par contre, parce qu'à chaque fois, j'ai ce truc-là qui veut pas partir.
Et du coup, ça va sur mes onglets. C'est C'est très énervant. énervant. Hein. C'est très énervant. Bah écoute, Euh, si ça a pu permettre de t'énerver, écoute, c'est déjà ça. du coup, là, on voit que c'est les mêmes serveurs de nom que ce que j'avais sur seedroad.com. Donc, tout ce que j'ai fait, Oui, c'est déléguer en fait la gestion de la résolution des noms de mon nom de domaine seedroad.com qui est sur Yonos à mes serveurs de nom Azure. ok. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, il va regarder, par exemple, si je fais une requête sur avec web.seedroad.com, ouais, voilà. Si je fais une requête sur ça, il va regarder du coup sur les noms de domaine, il va dire, bah tiens, j'ai un truc qui s'appelle web quelque part. Un manque de peau, je le vois pas maintenant. Non, il va regarder si j'ai quelque chose qui s'appelle, excuse-moi, il va regarder s'il a quelque chose qui s'appelle seedroad.com. Et derrière, en fait, dans le ingress, ça va arriver sur ce ingress-là et lui, il va rerouter ensuite le trafic D'accord. sur les sous-domaines. Donc ça, c'est pour la partie DNS. On peut aussi, du coup, créer ce qu'on appelle un cluster issuer, donc qui va en fait se baser sur des certificats Let's Encrypt. Et Mhm. Let's Encrypt, c'est quelque chose qui est assez populaire dans le monde du web, qui permet en fait d'avoir des certificats qui sont utilisables sur les navigateurs et qui sont pas auto-signés en fait. Donc qui sont validés par, alors je sais plus comment ça s'appelle, les autorités de certification, ça doit être C'est ça. pas W3C? Alors j'ai plus, bah, je sais que la W3C c'est les standards du web, mais après le mécanisme de validation, je j'ai plus le nom en tête. Mais si tu dis que c'est ça, c'est peut-être ça, hein. Je dis que c'est peut-être ça, attention. Je ne me Mais mouille bizarre. pas. Mais en gros, là, ce qu'il va faire, c'est il va taper sur du coup Let's Encrypt, il Mhm. va demander un certificat et ce certificat-là, il est gratuit et il est vérifié régulièrement par notre cluster. En gros, on va pouvoir le renouveler, etc. Et d'ailleurs, quand on regarde, alors, bah là, on voit que le certificat, hop, je peux le remettre. La connexion est sécurisée, voilà. Il nous dit que la connexion est sécurisée et que le certificat est valide. Donc, Excellent. on voit que c'est pour seedroad.com. Donc, Mhm. le certificat, en fait, il est appliqué au domaine principal. Et ensuite, du coup, il est utilisable sur les sous-domaines. Et ici, on voit que, du coup, c'est un certificat de type wildcard parce qu'il y a une petite dièse avant. Ça, c'est Mhm. le domaine et tous ses sous-domaines. Et ici, c'est que le domaine. Et en fait, ça reprend ce qui a été déclaré ici, à cet endroit-là. Ok. Ça va aussi communiquer avec Azure. Donc, c'est un service qui est ici. Ce qu'on fait, c'est que en fait, on va utiliser un Cert Manager, donc c'est un outil pour Kubernetes. On va déclarer une ressource de type cluster issuer et lui, ce qu'il va faire, c'est communiquer avec Azure DNS. Donc, ce que je vous montrais précédemment sur le portail. Et derrière, on va avoir des informations à rentrer. Alors, j'ai pas mis les secrets, mais j'ai mis que les identifiants ici. Mhm. Et dans l'idée, ce qu'on fait aussi, c'est que on lui passe des secrets pour se connecter sur Azure. Donc, toujours pareil, on crée un compte de service et derrière, j'ai rangé toutes les informations de connexion de ce compte de service dans un secret Kubernetes. Ça, c'est pour la partie certification. Et finalement, après, les applications mobiles, enfin les applications plutôt, en microservices. Alors, vu que c'est un projet en microservices, ce qu'on a fait, nous, c'est créer un repository qu'on appelle environnement avec plein de sous-modules Git. Et dans chaque sous-module, en fait, on a un fichier GitHub Action qui nous permet de, lors d'un push, euh, build les images qu'on a Mhm. qu'on a qu'on peut créer à partir des Dockerfiles qu'on a spécifiés dans nos projets. Donc là, il y a un Dockerfile, par exemple. Ce qu'il fait, c'est que il va passer sur une machine Ubuntu, il va se connecter au registry de conteneurs sur Azure que j'ai créé, que je montrerai juste après. Mhm.
Et derrière, ensuite, il va build l'image sur la pipeline et il va finalement pusher ces images-là sur notre conteneur registry. On a des valeurs ici qui s'appellent secrets, comme ça. Donc ça, c'est des valeurs qu'on va directement spécifier dans les paramètres de repository sur un GitHub. Et ici, on a des valeurs environnement. Donc registry name, par exemple, c'est une valeur environnement qu'on peut mettre au début du pipeline sur GitHub Action. Une fois qu'il a balancé son image sur le registry, ici, on va se connecter au contexte de notre Azure Kubernetes. On crée un namespace si jamais il n'existe pas. Donc, dans l'occurrence, on crée le namespace microservices, mais du coup, il nous jette une erreur. Mais on s'en fout parce que c'est juste au cas où ça n'existe pas. Mhm. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va balancer les images sur le cluster Kubernetes dans cette section-là. Donc, via la commande deploy, on peut spécifier des manifestes. Et les manifestes, en fait, c'est ça. Donc là, il y a un config map, un déploiement et un service.yml. Et les manifestes, du coup, ils nous permettent de configurer en fait tout ce qui est relatif à notre microservice. Euh, dans l'idée, en fait, il va balancer l'image, enfin, il va dire à Kubernetes de récupérer la dernière image qu'on a mise sur le conteneur registry. Et quand Kubernetes il a récupéré cette image-là, il va ensuite dire bah, déploie-moi cette nouvelle image sur le conteneur Kubernetes avec ses fichiers de configuration. Les fichiers de configuration, donc ce qu'on a, c'est qu'on a un fichier qu'on appelle déploiement.yml. Ici, on va toujours le même namespace, donc microservices. Donc ça va dire range-moi ça à cet endroit-là. On lui donne un nom. Donc, la bonne pratique, généralement, c'est de mettre un peu le type de ressources qu'on utilise. Mhm. Par exemple, moi, c'est un type de déploiement. Donc, du coup, je vais nommer ça Identity Management-déploiement. Et derrière, après, on va faire ce qu'on appelle des labels. Donc, les labels, ça va nous permettre ensuite de référencer ce fichier de déploiement dans d'autres fichiers sur Kubernetes. Et tac, je passe cette partie-là. Ici, on peut spécifier le nombre de réplicas qu'on veut pour notre pod. Donc, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, etc. Ici, on passe à la spécification directement sur le conteneur. Donc, pour rappel, un pod, ça peut contenir plusieurs conteneurs. Et en l'occurrence, ce pod-là, lui, contient qu'un seul conteneur. Et du coup, dans ce conteneur-là, on va dire récupère-moi toujours la dernière version de l'image qui se trouve ici. Bind-moi les ports de conteneur sur 80-80 en mode TCP. On peut spécifier le protocole. Alors, il y a TCP, mais il y a SCTP, UDP. Je connais TCP, UDP, SCTP, je n'utilise pas. Euh, Ici, on peut lui spécifier un fichier d'environnement. Donc, on peut soit directement déclarer, en fait, pour les environnements, on peut soit directement déclarer des variables d'environnement comme ça, ou des fichiers d'environnement. Mhm. Et là, typiquement, cette variable d'environnement, elle est un peu spéciale. C'est une variable d'environnement mais qui provient de ce qu'on appelle du coup un secret. Et ce secret-là, il va s'appeler RabbitMQ. Je vais vous le montrer juste après. Et ensuite, on dit bah, récupère-moi la valeur dans ce secret qui se trouve à la clé RabbitMQ password. Un secret, typiquement, ça se compose comme ça. Hop. RabbitMQ secret. Voilà. C'est un type secret. On lui dit toujours pareil, le namespace, c'est microservice. Là, le nom, du coup, c'est le nom qui va être utilisé quand je vais faire mon fichier de Mhm. déploiement donc pour l'identity management. Et derrière, après, on peut soit lui passer des string data, soit des data. Les string data, c'est des valeurs en plain text. Et les data, en fait, ça doit être des valeurs, mais qui sont encodées en base 64. Donc, c'est le même syntaxe, sauf que là, on doit mettre de la base 64. Ok.
une fois qu'on l'a déployé sur notre cluster Kubernetes, on peut du coup le référencer dans nos autres projets, comme ça. C'est vachement Et pratique. Oui. du coup, là, tu as choisi de faire tout le déploiement via une Mhm. action GitHub que tu nous as montré tout à l'heure, là, Yes. qui va aller référencer l'ensemble de ton fichier XAML de différentes étapes de déploiement. Tu aurais pu aussi, certainement, directement dans Azure, aller utiliser ce qui permet de faire le deployment avec, pareil, avec des fichiers XAML ou alors directement avec l'interface. C'est ça? Alors, j'ai jamais déployé en manuel sur Azure Kubernetes. Je suis toujours passé D'accord. par des GitHub Actions, mais on peut très bien dire, par exemple, tac, ici, je vais comme ça, Ubuntu, je vais sélectionner un projet, Identity, toujours le même projet là, Mhm. et je peux très bien faire un Docker build, arrêter le nom de mon registry. Ça, en gros, je vais taguer mon image Docker avec ce nom-là en local. Là, je vais spécifier quel est le fichier Dockerfile que je vais utiliser. Donc, en l'occurrence, c'est celui-ci. Ok, bah, il est en train de me le sélectionner. Et Dockerfile, je fais mon truc, je balance le build, tac, 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 ça se passe, tout va bien. Une fois que c'est fait, je l'ai annulé parce que sinon ça va prendre 2 ans. Une fois que c'est fait, je fais docker push-t, non, docker push de ça, du nom de mon tag. Et là, ça va balancer en fait la dernière version de mon image sur mon registry. Mhm. Et après, en local, je peux dire, par exemple, je retourne sur mon fichier de déploiement Identity Management qui est là. Tac, je vais dégager le pod. Généralement, je supprime en fait le déploiement qui a été fait. Tac. Donc, On t'entend plus, ami. On ne t'entend plus. Ça y est, il est cassé. Un, deux, un, deux. On te voit bouger la bouche, mais c'est pas suffisant pour que ça fasse ça. Alors maintenant, le reste du 13-30 en langue des signes. T'as cassé ton micro. Le mec a cassé son micro. C'était effrayant. Rappuyez sur le bouton. allô, allô, allô. Oui, mieux, beaucoup mieux. Là, C'est t'as mieux? dit allô, allô. Ok. Ouais, Ok. excellent choix. Euh, Donc oui, ce que et j'évoquais vite fait, c'était dans Azure DevOps, vous avez la possibilité de stocker vos projets, notamment sur du GitHub, grâce à Azure Repository. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire tout ce qui est déploiement avec Azure Pipeline. Et c'est aussi du YAML. Donc je pense qu'on serait tout à fait à même de faire quelque chose de similaire avec ça. Ah, Vas-y, tu parlais de Azure DevOps parce que je pensais que tu parlais d'Azure en fait. pardon, C'est- excusez-moi, je me suis très mal exprimé et je me mets un point de malédiction. Ah, ok, bah du coup, je gagne un point dans ton estime. Non, Non, c'est bon. Ah, non, c'est pas possible. non, Oh, non, bah dommage. non. Mais, euh, mais du coup, ouais, on peut le faire en manuel, on fait ça. En fait, je supprime mon déploiement, je rebuild mon image, je la enregistrée et c'est bien si on fait du cas par cas, si on n'a pas forcément envie de redémarrer dans le Ouais. pipeline. Et ce que ça fait, c'est que en fait, quand on supprime le déploiement, il va forcément aller chercher la dernière image. Et du coup, Mhm. ça me permet de lui dire ah tiens, il y a une nouvelle image, alors va la chercher s'il te plaît. Et Ok. ça, c'est pour cette partie-là. Après, on peut rajouter plein de trucs très sympas sur Kubernetes. On peut rajouter, par exemple, ce qu'on appelle des volumes. Alors, c'était Julien qui avait posé la question la dernière fois. Ah, le fameux Euh, joue chéri. on va voir si Juchéri is present. Non, he's not là. Ah, it's a shame. It's pas grave, Euh, we don't love him. ok, mais non, j'ai toujours pensé. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que, alors, moi, j'ai créé un file share sur Azure. Donc, Mhm. alors, j'ai d'abord créé un compte de stockage sur Azure. Donc, mon compte de stockage, il se trouve Dans le resource group. storage accounts.
Yes, il est là, dans le resource group notamment, oui. Et du coup, j'ai créé un petit file share. Il réfléchit. Oui, il est un petit peu long aujourd'hui. C'est l'heure du coucou, les amis. Profitez. Profitez tant que le coucou n'est pas encore dans les cartons. Ah, yes. Du coup, j'ai créé deux file share. En fait, j'ai besoin de deux volumes pour faire fonctionner tout le Mhm. projet. Et du coup, il y en a un qui s'appelle Encyclopédie de Share. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est juste dire du coup, à Kubernetes, euh, alors, je lui crée un secret, en fait, qui lui permet de se connecter au compte de stockage qui contient mon file share. Et ensuite, je lui donne le nom du file share. C'est Encyclopédia pour lui, mais il y en avait un autre qui s'appelait Vegetables. Donc ça, c'est juste la déclaration du volume. Et une fois que j'ai déclaré mon volume, là, je peux l'utiliser dans les conteneurs. Donc là, il s'est connecté, on va dire, au file share. Et là, ici, on monte le volume. Donc on fonctionne en référencement par le nom du volume. Donc il s'appelle Azure, que j'utilise Azure. Mhm. Et après, comme pour Docker Compose, on lui dit bah, tu fais un mount sur ce chemin-là dans le conteneur. Et, euh, et voilà. On peut aussi, alors très rapidement, parce que ça commence à arriver sur la fin, on peut très bien suivre les logs sur les conteneurs. Ça Mhm. marche plutôt pas mal pour le coup. Et un gros problème que j'ai rencontré, alors là, c'est spécifique au proxy avec Kestrel, mais c'était un peu une grosse galère. En gros, j'avais un problème d'identification. En fait, j'ai un serveur d'identité qui est du coup dans un des microservices. Et le problème, c'est que avec NGRX, comme en tant que proxy, on va avoir des headers qui vont potentiellement sauter. Et c'est marrant, mais il n'aime pas du tout ça. Euh, Kestrel, et surtout quand il balance des cookies pour l'authentification. Donc, en gros, l'idée de ce problème-là, la résolution, c'était alors, tac, papier, il y a un truc qui s'appelle add proxy, voilà. Je check si je suis en environnement de production et si j'ai ma configuration de app settings qui existe. Et ensuite, je fais appel à la méthode add proxy. Alors, là, je suis pas en environnement C Sharp, du coup, il va un petit peu plus galérer. Tac, comme ça, sinon. Euh, et je vais faire autrement. Voilà, tac, c'est plus simple. Donc là, je suis toujours dans le même projet. Mhm. Euh, Pas de souci, il est là. Et du coup, Bien. voilà. Alors, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va forward des headers qui peuvent potentiellement être squeezés par NGRX. Et on va aussi signaler en fait que la requête est passée. En fait, c'est la requête qu'on envoie et la réponse qu'on va obtenir, c'est pas directement comme si on communiquait avec une API. Et ça, en fait, ça va signaler, bah attention, là, tu m'envoies une requête, mais je te dis qu'il y a un intermédiaire et c'est tel proxy. Et du coup, ça va permettre en fait de signaler au client que il y a un proxy et que du coup, il communique pas vraiment directement avec Ouais. notre API d'identité. En fait, on devait l'utiliser parce que la problématique qu'on avait, c'était que quand on était dans le Kubernetes, quand on est dans le Kubernetes, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met tous nos services en HTTP. On n'en a rien à carrer de l'HTTPS quand on est dans le cluster. Et c'est le reverse proxy qui, lui, va dire ah, attends, c'est HTTPS obligatoire, tu peux pas faire de HTTP. Et du coup, toute la gestion des certificats HTTPS, tu le centralises que sur ton proxy.
Et Mhm. derrière, tout est facilité parce que c'est HTTP et que HTTP, c'est génial. Et dans l'idée, c'est génial, mais pas pour ce cas-là. Parce que, en fait, quand on fait de l'identification avec OAuth, ça peut poser problème. Parce que ce qu'on va dire, c'est que, en gros, on fait une requête moi, je fais une requête sur https identity.seedroad. Et derrière, en fait, le service d'identité qui est en HTTP, lui, il va dire, OK, le token, l'autorité qu'il a desservi, c'est http identity.seedroad. Et ensuite, quand tu fais, mais attends, je regarde ce token-là, j'envoie une requête à HTTPS et je reçois une réponse que l'autorité qui a desservi le token, c'est du HTTP, bah, ça va pas super bien marcher. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est forcer, on va dire, le fait de renvoyer une réponse en HTTPS, même si tu communiques en HTTP. C'est un petit peu spécifique, mais moi, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, si jamais vous faites ça un jour, faites très attention au proxy. Si vous avez des bugs style le cookie est invalide, etc., c'est probablement que votre proxy il vous squeeze l'authentification et tout ce qui est mécanisme HTTP, HTTPS. Pas très Voilà. gentil. Et oui, bah, j'ai passé beaucoup de temps à débugger ce truc-là, donc je considère que c'est important quand on fait du cloud sur Azure avec Kestrel, ça peut poser problème. Mhm. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais pas non plus trop dépasser. Non, ça Est-ce va, ça qu'il va. y a des personnes qui ont des questions? S'il y en a Les amis, pas, bah, est-ce que s'il y a des gens dans l'audience qui a compris quelque chose, levez la main. Non, non, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les amis. Sinon, on va gentiment, hop, se quitter bien vite pour revenir la semaine prochaine avec la suite de GraphQL qu'on avait vu précédemment, il y a 2-3 semaines, je crois, avec Lionel Dimitrievich. Ce sera pour mercredi 22 juin. Donc, ah, on a une question. Quand est-ce que tu récoltes ton potager? Effectivement, on a vu peu de choses du potager. Alors, quand est-ce qu'on le fait, ce potager? bah, le potager, moi perso, je le récolterai quand j'aurai une maison, mais en appartement, c'est compliqué en ce moment. Ah, du coup, il se focalise sur le Kubernetes, tu vois. Puis après, la partie Ouais. potager, bon, c'est la partie la plus simple. Le Kubernetes, Ce c'est qu'il y un a peu après. comme un potager finalement, hein. C'est pareil, hein. On fait pousser des pods, on peut appeler ça des salades, C'est pas ce genre mal. de C'est choses, vrai hein. qu'on peut. Personne ne nous oblige à faire le contraire. Impec. Merci, Sacha. C'était cool. Alors, Sacha, on le revoit pas tout de suite. On le revoit en août, si je ne m'abuse. C'est Donc, ça, ouais. Ça va aller, Sacha? ouais, ça va, hein. Je vais revenir, je vais être tout bronzé, C'est vrai, ça va être c'est vrai. sympa. Ouais, moi aussi d'ailleurs. Bon les amis, merci beaucoup. Ah putain, alors on a un merci Sacha, et puis moi on s'en fout quoi. Ok, j'ai bien compris. Puisque c'est ça, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Plus un pour Steve, ciao.